ça protège l'œsophage, c'est véritablement quelque chose qui est épouvantable. Et peut-être que vous n'en avez pas vu beaucoup, mais vous allez en voir beaucoup, parce que les jeux avec les piles boutons, il y en a de plus en plus, voire partout. D'accord ? Et puis il y a le reflux. Alors le reflux, c'est embêtant. C'est sûr qu'en période pré-prandiale, vous montrez des images comme ça, c'est sûr que c'est un peu difficile. Et alors vous allez me dire, mais c'est quoi les bons conseils? Je vous engage à venir demain. Toujours est-il que j'ai été extrêmement étonné, ça commune en connaissance, sur le côté. C'est pas facile. Regardez là, tout le monde joue à un anniversaire. Et alors quand une maman a dit je viens vous voir parce que mon nourrisson vit debout sans marcher, pardon, de quoi vous parlez? Il me dit oui, je le mets toujours en rectitude et le problème c'est que quand je le mets couché, il glisse. Et donc elle avait mis une sorte de proclive extrêmement important. Je rappelle que le proclive a été longtemps prescrit quand il était ventral. Pourquoi ? Parce qu'on était avec une poche à air gastrique qui, dans le proclive ventral, est juste à côté du cardia. Vous voyez ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant reflue ? Il rote, et ça, les parents sont contents. En proclive dorsal, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous voyez que l'estomac rempli de flocculus. Quand l'enfant régurgite, il régurgite. Et donc on est dans une situation très mécanique. Vous savez qu'on ne couche pas les enfants sur le ventre. Donc on est dans une situation où beaucoup d'enfants sont parfois en proclive dorsale, on ne sait pas trop. Les recommandations sont tout à fait claires là-dessus, sur le fait qu'il ne faut pas effectivement changer de positionnement les enfants qui régurgitent. Sauf que c'est vrai que dans certaines situations, quand ils sont en rectitude, ils régurgitent moins et il est conseillé après le repas de laisser l'enfant en rectitude. Oui, mais juste après le repas. Attention, sauf si vous avez une culture des us et coutumes, dans l'hôpital malheureusement où je travaille, où des gens qui n'en ont pas l'habitude ont fait comme à l'africaine une situation où ils mettent les bébés par derrière, 2 enfouissements, 2 étouffements. Quand tu sais pas, tu sais pas. Il faut faire attention. C'est sûr que quand tu es droit, c'est mieux, on est d'accord. Une maman m'avait envoyé cette photo en me disant là, il n'y a pas de problème, j'ai même scotché le doudou. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas, si vous voulez. Les seuls qui ont montré une efficacité des proclives, c'est les Belges, mais quand les Belges ils font du proclive, ça rigole pas. Ça proclive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils de bienveillance ? Eh bien, c'est sûr que chez l'adulte, la cigarette aggrave les régurgitations, mais chez le nourrisson, on n'a pas du tout cette certitude. Dans les régurgitations simples, l'étude ne montre pas quelque chose de statistiquement significatif, contrairement aux ésophagites ou ce qu'on voit chez l'adulte. Donc il ne faut pas faire, entre guillemets, de copier-coller entre ce qui se passe chez l'adulte et ce qui se passe chez l'enfant. Pour ceux qui... J'aime bien, entre Van Gogh et Clint Eastwood, j'ai trouvé ça assez élégant. Donc dans les troubles fonctionnels, on a vu les régurgitations, il y a les coliques du nourrisson. Alors les coliques du nourrisson, vous savez que les bons conseils, c'est avant tout de faire en sorte de réchauffer l'atmosphère, parce qu'on fait la théorie du glaçon. 2 manières d'attaquer un glaçon. Soit vous l'attaquez au pic à glace, et là ça claque partout, c'est difficile, ça glisse. Soit vous réchauffez l'atmosphère. Et le glaçon, il fond. Vous faites pareil en consultation. Pas facile, avec une mère agitée, avec le bébé qui pleure, pas facile. Mais quand on y arrive, et avec le miroir, la polarité positive, un des parents qui voulait rien entendre et qui dit « je veux pas savoir, faites quelque chose, j'en peux plus que mon bébé pleure », je discute avec lui, j'apprends qu'il est musicien et je lui dis « mais il va falloir que vous ayez une polarité avec une sonorité positive de ses pleurs » et il en a fait quelque chose. C'est disponible. Ça ne n'est pas ça. C'est son bébé qui pleure.
J'aime bien. Son bébé pleure tout autant, mais lui, il est mieux. Il y a certes des problèmes de pleurs, mais il faut montrer que le bébé, quand il pleure, eh bien, il faut montrer qu'on arrive à arrêter avec soit des bruits qu'on appelle des bruits blancs, soit des bruits qui soient similaires à la fréquence hertzienne des pleurs. Deux situations possibles, le sèche-cheveux et l'aspirateur. Démonstration. La magie. Aspirateur, il arrête net. On arrête l'aspirateur. 5, 4, 3, 2, 1. Vérifie. Il arrête. J'ai dans mon bol de consultation un sèche-cheveux, l'aspirateur. Et on montre qu'on arrive avec une situation de polarité à quelque chose de positif. On peut avoir des éléments qui sont des éléments aussi électroniques, avec des applications qui permettent de mieux accompagner ces enfants-là. Le mieux chez les enfants qui ont ces coliques du nourrisson, c'est de les prendre dès le départ. Dès le départ, parce qu'on sait que les enfants qui ont des coliques du nourrisson, ils ont un taux de motiline au sang du cordon qui est supérieur aux enfants qui n'en ont pas. Et donc, si on fait du pot à pot versus le berceau, la différence est statistiquement significative. Si on fait 3 salles d'accouchement, ça a été fait en Finlande, avec une salle où on prend le bébé, on le met direct sur la maman. La deuxième, on prend le bébé, on le nettoie, on lui donne la vitamine K et éventuellement le collyre, puis on le donne à la maman. Et puis un troisième où on nettoie le bébé, on le prend et on le fait dormir à côté, eh bien, à 6 semaines, le temps de pleurs est statistiquement significativement plus élevé dans la salle 3 que la salle 2, que la salle 1. C'est incroyable. Ça a même été fait chez la souris. D'accord ? On prend une petite souris, on la, entre guillemets, sèvre de sa mère. Troubles fonctionnels intestinaux de la souris, oui, ça existe. Le nourrisson n'est pas une souris. C'est la même chose avec les soins rapprochés. Autrement dit, il y a véritablement des éléments qui sont des bons conseils de portage, de véhicule de quelque chose qui est évidemment fait par les parents et non pas par les machines. Parce que quand je vois comment les choses se vendent avec des sortes de massages ou de, vibrations, des vibromasseurs en fait. Non, aucun résultat, publication, 0 résultat. Il ne faut pas remplacer évidemment le rôle de la mère. J'accélère un petit peu pour prendre quelque chose qui est de l'ordre plus fréquent, qui concerne des bons conseils chez les enfants, mais aussi chez les adolescents et chez les adultes, puisque je me suis concentré aux troubles fonctionnels intestinaux, vous l'avez compris. Les troubles fonctionnels intestinaux, c'est le lien entre des événements extérieurs, une prédisposition génétique, un contexte psychosocial. L'important, c'est quand vous avez un enfant ou une maman qui souffre ou qui a mal, le problème fonctionnel, c'est pas parce que c'est pas grave que c'est pas handicapant. Parce que si on dit à la mère que le problème de son enfant n'est pas grave et pas handicapant, qu'on néglige la plainte, il y a un hiatus entre l'état de la maman et ce que vous lui proposez comme protocole thérapeutique. Quelque chose de très simple en termes de qualité de vie. Chez les enfants qui ont des troubles fonctionnels intestinaux avec des douleurs abdominales, eh bien, il faut savoir qu'ils manquent plus l'école. Beaucoup de mamans disent « Écoutez, il manque l'école, c'est pas possible, c'est qu'il doit avoir quelque chose. » Ben oui, mais avoir des troubles fonctionnels intestinaux, c'est quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est organique. Il y a une altération de la qualité de vie. Les douleurs nocturnes qui réveillent, tout le monde dit oui. Non, les douleurs nocturnes qui réveillent, c'est fonctionnel. D'accord ? Donc, il faut arrêter de confondre organique fonctionnel et fonctionnel, quelque chose qui est peu grave ou peu intense. Donc, il faut bien expliquer. Tout s'explique, comme on le voit. Donc, ça, c'est vraiment important. Le plus important,
c'est en termes de douleur chez l'enfant, c'est jusqu'à 15-20%, c'est les douleurs épigastriques. Les douleurs épigastriques, c'est ce qu'on appelle la dyspepsie. Une question, est-ce que ça cède pendant le repas ou ça s'aggrave au cours du repas? Ça cède pendant le repas, il faut faire une fibroscopie, c'est peut-être une lésion ulcéreuse. Ça s'aggrave pendant le repas, c'est une dyspepsie fonctionnelle, il faut la traiter avec des bons conseils. Une dyspepsie fonctionnelle, il y en a deux types, celles qui sont avec des pyrosis minimes et celles qui augmentent la taille de l'estomac et provoquent un réflexe gastro-anal avec une envie un petit peu d'aller aux toilettes et avec une sensation de plénitude gastrique. Donc, il ne faut pas leur faire d'endoscopie, d'accord, c'est sûr, pourtant c'est trop prescrit. Pour ceux qui ont des petites remontées, ce n'est pas les IPP qui fonctionnent parce qu'ils mettent trop de temps à fonctionner, et c'est le seul qui existe encore anti-H2, c'est la famotidine, c'est publié. Et puis comment on évite toute distension gastrique, c'est assez simple. 1, on ne boit pas à table. 2, on mange lentement sans parler. Ceux qui parlent à table sont ceux qui vont être dyspeptiques. D'accord ? On ne boit pas, on ne parle pas, on prend le temps, ça veut dire quoi ? On prend les ustensiles, on met à la bouche, on pose les ustensiles sur la table, on joint les mains, on reprend les ustensiles. C'est que comme ça qu'on arrive à manger lentement et à ce moment-là, il y a l'estomac qui arrête de se distendre et qui arrête de provoquer cette distension. Surtout ne faites pas, bon conseil, ne demandez pas d'échographie abdominale. Si vous demandez une échographie abdominale et que l'enfant a entre 7 et 10 ans, quelle est la proportion de résultats de l'échographiste où il va vous dire adénolymphyte mésentérique? Et là, l'échographiste, qui comme on le sait est un fin clinicien, va vous dire c'est sûr, elle a les ganglions, ça lui met les boules. D'accord ? Donc ça c'est vraiment important. Ça ne sert à rien, au contraire, ça aggrave le côté organique alors qu'il faut travailler sur le fonctionnel. Travailler sur le fonctionnel, c'est donc la qualité de vie, ça veut dire qu'il faut aussi éviter d'avaler vite de l'air. Hier, on était suffoqués après un repas tout à fait, magnifique, de voir Madame Myriam Benani courir à travers Tanger, mais elle va être dyspeptique, il faut lui dire, arrête Mimi de courir comme ça après manger, c'est pas bon du tout. Alors, il y a des aliments qui sont certes plus générateurs de ces douleurs. C'est les sucres non digestibles. C'est assez simple. Comme il y a des sucres non digestibles, qui dit sucre non digestible fait que il y a de l'eau et du fait des éléments du microbiote dont on va parler demain, qui sécrètent des gaz et qui distendent évidemment le côlon. Ça fait encore plus mal. Donc c'est vrai que quand on prend un régime qui est dit sans ce type de sucre qu'on appelle les FODMAPs, on a des bons résultats chez l'enfant comme chez l'adulte, sauf que les aliments à faible teneur en FODMAPs, il n'y en a pas beaucoup. Et que il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on mange ça, c'est tout. Donc il faut un encadrement avec une diététicienne. Le repas type, c'est ça. Petit déjeuner, goûter, dîner, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Ce qu'on a mis au dîner, on met au repas du midi et vice-versa. Ça vous fait des troubles sélectifs et des troubles du comportement alimentaire par la suite. Donc, c'est vrai qu'il faut voir si c'est pour déplacer le symptôme, on n'est pas dans une bonne situation. De toute façon, le mieux pour ne pas avoir mal au ventre, c'est simple, c'est de rien manger du tout.